bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Van Roy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on parle du pré-talk. Et on va commencer par cette question. Qu'est-ce que c'est que ce truc, que ce pré-talk? C'est quoi? Déjà, avant toute chose. Pour moi, bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, ce sont comment dire, la première approche, l'explication de ce qu'est l'hypnose, Ok. les premiers échanges en fait. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Pour moi, c'est ça. Explication de ce qu'est l'hypnose, oui, tout à fait. C'est vrai que le pré-talk, on a le mot anglais talk, voilà, mais que nous, on pourrait très bien dire en français explication. Alors, il y a un terme, quand j'étais dans l'éducation nationale, on parlait d'explicitation, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement ça. Le pré-talk, c'est ça, c'est explicitation. Alors, explicitation de quoi exactement? Pour moi, ce serait leur expliquer ce qui va se passer en fait. Ce qui va se passer et dans quoi? Dans l'état de transe, ce qui est la différence entre le mental, l'inconscient, comment ça va se dérouler. Parce que je pense que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, enfin subi en fait, une séance d'hypnose, beaucoup de questions. On la lit souvent quand même à, je sais pas, Mesmer par exemple, avec ses ruptures paternes, je vais tomber, on va me faire la poule ou des choses comme ça. Est-ce que je vais perdre le contrôle de moi? Est-ce qu'on va pouvoir me manipuler? Enfin voilà, j'imagine c'est les questions qui pourraient venir. Exactement. Donc, déjà, c'est sa explicitation de ce qu'est l'état d'hypnose. L'état, qu'est-ce que c'est en fait, déjà? Après, donc, quand on parle de pré-talk dans le domaine de l'hypnose, c'est de ça dont on parle. C'est expliquer, expliciter ce qu'est l'état d'hypnose. On va reprendre tout ce que tu disais, on va voir, on va organiser tout ça pour voir tout ce qu'on peut en dire, mais la base, c'est ça. Moi, comme je suis toujours en train d'avoir en tête ma démarche globale, je considère aussi que dans ce pré-talk, je peux aussi ajouter des éléments d'explicitation sur ce qu'est l'accompagnement par l'hypnose en général et ce qu'est mon accompagnement à moi, celui que moi je propose. Donc, si on le prend dans un sens élargi, on peut même aller vers ça, c'est-à-dire expliciter même c'est quoi l'accompagnement par l'hypnose de manière générale et le mien. Donc, pour moi, ça comprend ça. De manière globale, c'est expliquer l'accompagnement. Et puis, de façon plus précise, on va vraiment expliquer ce qu'est l'état d'hypnose, effectivement. Mais j'ai ces deux notions-là en tête. On verra pourquoi. Parce que forcément, on ne fait pas ça pour faire joli. Il y a une raison. Il y a une... Je suis allée chez le dentiste, là, il y a quelques jours. Et il m'a fait faire une empreinte, vous savez, pour mettre une gouttière, là, quand on serre les dents. Et en fait, il m'a expliqué ce qu'il allait faire, comment ça allait se passer. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Vous voyez, on entend le retour. Merci. Combien de temps ça allait durer? Voilà, la sensation, la pâte, elle allait être un peu froide, et cetera. Et ensuite, il m'a dit ce qu'il voulait que je fasse ou que je ne fasse pas d'ailleurs. Ne pas serrer, avaler ma salive avant qu'il vienne poser. Il a complètement expliqué sa démarche et effectivement,
ça aide beaucoup, en fait, hein. On voit bien aussi quand on va chez un médecin, quand ils se mettent à nous faire des trucs sans rien expliquer, ça laisse un peu perplexe. Là, c'est vraiment cette idée-là, c'est expliciter la démarche professionnelle. Donc, pour ceux qui arrivent, de manière globale, sur notre accompagnement, on peut en parler. L'accompagnement par l'hypnose et puis l'accompagnement que nous, on propose, parce que c'est différent, hein, entre chaque praticien. On n'a pas tous les mêmes axes, on a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Et puis, surtout, très important, cette explication avant la séance de ce qu'est l'hypnose. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette définition? OK. Pourquoi? Quelles sont les fonctions de cette explicitation, de ce pré-talk? À quoi ça sert? Mettre en confiance la personne. Tout à fait. Mettre en confiance, Rassuré. rassurer. Oui, rassurer. Pourquoi est-ce qu'on veut amener de la confiance et rassurer le consultant? Qu'il Moi, je lâche dirais prise. calmer son mental qui travaille un petit peu trop, qui s'inquiète, qui anticipe, qui... Voilà, c'est plutôt brosser le mental dans le sens du poil pour que ça soit fluide derrière. Qu'il lâche prise plus facilement. Oui. Guylaine? Pour lui permettre de vivre la séance et l'expérience pleinement aussi. Ouais, qu'il soit acteur. Complètement. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là, parce que de toute façon. Oui, c'est le but, c'est-à-dire que on va rassurer, amener de la confiance, calmer les peurs pour permettre effectivement à la personne de vivre pleinement l'expérience et qu'elle puisse simplement entrer dedans. Parce que, et je te remercie de ces questions que tu as pu soulever sur le groupe. Effectivement, ce qu'on cherche à éviter, c'est le blocage, enfin, une forme de résistance en fait. Et vraiment, le pré-talk, c'est sa fonction. Hein, c'est éviter une forme de résistance. Et notamment, on l'a vu pour les stagiaires intuition, vous l'avez vu dans le cours, on a parlé de l'abréaction. Ce sont ces remontées émotionnelles qui peuvent être hyper impressionnantes. Bon, moi, je n'ai jamais vu, hein, mais qui sont des crises de panique, en fait, hein, qui peuvent surgir pendant une séance. Donc, des crises de larmes, tremblements, des cris, ça peut se manifester, ça peut être impressionnant, manifestement. Et en fait, il peut y avoir deux raisons à ces remontées-là. Soit la personne a recontacté un trauma, quelque chose qui ressurgit et du coup, voilà, ça ressort. Ou alors, ça peut être parce qu'elle vit au moment de la séance, là, une forte angoisse, une peur. Par exemple, vous avez fait une lévitation du bras et puis la personne, elle sent que le bras, il se lève tout seul. Et là, il y a ce dont tu parlais, Sylvie, ce sentiment de perte de contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, elle est en train de prendre le contrôle sur moi. Je ne contrôle plus ce qui se passe dans mon corps. Et ça peut faire panique et ça peut entraîner des réactions comme celle-là. Donc, évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, ça, c'est le pire du pire. Et puis, au mieux, c'est permettre à la personne de vivre le plus en confiance possible l'expérience qu'on va lui proposer, effectivement. Là, vous avez donné pas mal de choses hein, déjà. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit sous forme de plan, en fait, hein, de reprendre point par point et puis de classer un petit peu tout ça. Tout à l'heure, tu parlais, est-ce que c'est Florine qui disait, est-ce que c'est bien Florine ou est-ce que je me trompe de prénom, le rendre acteur de l'accompagnement. Je vois pas tous vos prénoms, il y en a pour qui il y a les prénoms, mais je vois un sourire. Alors, Moi, Enora, j'ai confirmé par rapport à ce que disait quelqu'un qui disait vivre l'expérience. J'ai juste rajouté le mot être acteur de son expérience. c'est super. Enora, oui, excuse-moi.
Bah oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est un point. Je commence par celui-là. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un axe hyper fort de mon accompagnement, enfin du mien et de plein d'autres, hein, et qui va être présent en filigrane dans tous les autres points qu'on va évoquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va profiter pour venir mettre une petite touche là, de peinture sur le tableau pour permettre à la personne d'être actrice, effectivement, de son changement. Et de manière un peu métaphorique, hein, c'est être acteur aussi dans la séance d'hypnose. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on dit souvent en séance, il n'y a rien à faire, vous n'avez rien à faire, juste laisser faire, etc. Mais on verra que quand même, on peut, avec ce pré-talk, mettre des petites touches qui vont faire comprendre à la personne que c'est elle qui a les cartes en main. Et ça, c'est hyper important pour le ressenti que pourrait avoir une personne que ah bah, ça n'a pas marché, vous êtes un mauvais praticien, vous n'avez pas réussi à me faire atteindre la transe ou je ne sais pas quoi. Voilà, déjà, ça va permettre de poser ça. Sans forcément, on ne va pas le dire de cette manière directe, mais on va voir que dans certaines petites choses qu'on va dire, effectivement, on va pouvoir faire en sorte d'amener la personne à être actrice dans l'accompagnement de manière générale et dans les séances de manière plus particulière. Pourquoi toujours cette référence-là à être acteur, être responsable de son bien-être, être autonome? Pourquoi c'est si important? On ne peut pas parler à la place de la personne. C'est la personne qui doit, elle, aller chercher sa propre motivation au changement. On peut l'aider, on peut l'amener sur un chemin, mais les décisions, c'est le patient ou le consultant qui en est maître. Tout à fait. Elle a ses propres ressources, en fait, et nous, on ne connaît pas ses ressources. C'est elle qui peut aller rechercher ses propres ressources. Je pense. Complètement. Et pourquoi est-ce qu'on va vraiment insister sur le fait que, alors on va dire tout ça effectivement de manière parfois directe, parfois moins, que c'est la personne qui a les ressources, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est si important qu'elle se saisisse de son rôle d'acteur? Parce que nous sommes pour l'aider pendant un moment, pour l'aider à clarifier les choses et pour l'amener à ce chemin de changement. Mais c'est lui qui doit vivre sa vie, c'est lui qui doit être satisfait de ce qu'il devient et pas l'inverse. Pour passer à l'action aussi, du coup. Est-ce que... moi, je dirais que c'est aussi pour faire sauter les résistances, non? Oui, alors, je pourrais préciser ma question. C'est pourquoi est-ce que on est comme ça avec cette idée que c'est bien pour la personne qu'elle soit responsable de son bien-être et qu'elle aille, elle, sur le chemin du changement? Pourquoi c'est si important au bout du bout? Ça lui donne confiance en sa capacité à changer. Changer son fonctionnement pour lui faire prendre conscience avec l'intention qu'elle va mettre à cette séance aussi. La notion d'intention. Oui, elle est importante cette notion-là, ça c'est sûr. Et puis, faire comprendre que ça peut changer sur le fonctionnement en mettant dans la séance, en faisant émerger quelque chose, ça peut changer complètement le fonctionnement de son énergie. Enfin, je sais pas. À lui faire comprendre aussi que nous sommes un guide, qu'elle a tout en elle, en fait. C'est ça. Élodie? Je dirais même pour le futur, pour le côté autonome, se dire que j'ai réussi, on m'a aidé, mais j'ai réussi, je suis capable après de changer par moi-même si besoin, l'autonomie, quoi. Reprendre sa puissance, du coup, sa propre puissance. Ghislaine? C'est quand on va lui dire aussi que toutes les ressources sont à l'intérieur d'elle et qu'elle a accès à sa boîte à ressources, que du coup, quand on va lui suggérer un possible changement, ça va être mieux accepté.
c'est sûr. Au bout du bout, pour moi, c'est ce que tu disais, Élodie, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut, dans sa vie, de manière générale, se sentir armé, se sentir bien, tout simplement, être heureux, enfin être dans le bien-être, si on ne se sent pas capable de faire face seul aux problèmes qui vont venir nous titiller. Ça va la valoriser, Long ça terme, va lui redonner le pouvoir, en fait, son c'est pouvoir, ça. en fait. C'est-à-dire que la personne sorte de notre accompagnement avec un sentiment de puissance intérieure retrouvée pour qu'elle puisse ensuite, toujours, pour tout le reste de sa vie, se référer à ce sentiment de puissance intérieure. Oui, je traverse une difficulté, mais comme tous les êtres humains, j'en traverse une là et j'en aurai d'autres parce que la vie est faite de difficultés, mais je peux les traverser. C'est difficile, mais je peux les traverser. Par contre, si on ne se sent pas autonome, eh ben, c'est l'idée qu'à chaque chose qui va nous bouleverser, ben, on sera toujours obligé d'aller consulter quelqu'un qui va nous aider, etc. Parce que tout seul, on ne peut pas faire face. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en fait, pour être dans le bien-être de manière générale dans sa vie, se sentir puissant Valoriser intérieurement, en fait. Voilà. et Se sentir valoriser. autonome, puissant intérieurement. Donc, le but d'amener la personne à reprendre son autonomie, c'est celui-là, en fait. Hein. C'est vraiment lui donner une assise hyper importante pour l'avenir. Et en fait, le contraire de quelqu'un d'autonome, c'est illustré, vous savez, le triangle dramatique de Cartman, ça vous parle? Oui. Voilà. Donc, je ne suis pas autonome, j'ai besoin de quelqu'un toujours pour venir m'aider dans mes difficultés. C'est qui ça dans la pyramide enfin la pyramide, moi j'ai le triangle de Cartman. Qui sur les lèvres d'Élodie, c'est La victime. la victime. Et la victime, elle attire quoi comme type de personne? Évidemment, Le sauveur. le sauveur qui va venir la sauver. Donc, évidemment, nous, on garde notre vigilance tout le temps à ne pas être dans ce rôle de sauveur, parce que sinon, on rend la personne victime. C'est parce qu'on va sortir de cette posture de sauveur qu'on va pouvoir permettre à la personne de retrouver son autonomie. Se placer dans la posture du sauveur attire à nous un comportement victimisant de la part de l'autre. Donc ça, c'est vraiment une question, quand on est dans l'accompagnement, qui est essentielle. C'est toujours de bien voir où on en est, nous, vis-à-vis de cette posture. Donc c'est une réflexion de nous à nous. Et puis si de temps en temps, on remarque qu'on est dans cette posture, ben voilà, on est des êtres humains, donc OK. Mais on peut aller creuser et voir un peu ce qui se joue pour nous. Pourquoi on se place dans cette posture-là de sauveur? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Voilà. Donc ça, déjà, c'est la base de tout. Et même dans le pré-talk, on va voir qu'il y a des choses qu'on peut vraiment clarifier par rapport à cette posture. Et du coup, ça va nous permettre de vraiment insuffler l'idée que notre accompagnement, c'est du 50-50. Moi, je joue mon rôle d'accompagnant, mais le consultant, il a son rôle aussi à tenir. 50-50. Quand on est dans ce rôle-là, on va très peu être confronté à des gens qui vont venir dire « Ah, mais ça ne marche pas, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement ?» Mais non, parce que la personne, si elle est autonome et responsable, elle va pouvoir accueillir ses propres résistances, ses freins, ses blocages, les remarquer, en prendre conscience et voir comment elle joue un rôle dans ce qui ne va pas, entre guillemets, sans nous rebasculer la faute sur nous. Bien sûr, ça implique que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ait conscience que quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est formidable, grâce à vous, je vais beaucoup mieux, etc. » Bah non, c'est pas grâce à moi. Voilà, c'est aussi très clair dans notre tête. La personne a ses ressources, elle a été en mesure de les mobiliser. On a pu l'accompagner là-dessus très bien. Mais quand une personne va mieux, je ne me sens pas du tout
être la responsable de ça, quoi. Hein, voilà. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Oui, tout à fait. Donc ça, on va voir, ça va être présent tout le temps. Avant de parler de ce qu'on va y mettre dans ce pré-talk, on va lister tous les différents points. Déjà, comment on peut l'introduire? C'est-à-dire, on a fait notre entretien, on a posé des questions, la personne nous a dit des choses, et puis là, on bascule vers une séance, et vient le moment où on se met on va expliquer ce qu'est l'état d'hypnose. Comment est-ce qu'on introduit ça? Premièrement, je pense qu'il faut lui demander si elle a déjà fait une séance, parce qu'on n'est peut-être pas censé le savoir. Ok. Oui, Voilà. alors c'est exactement comme ça que je fais. Je demande à la personne, est-ce que vous avez déjà vécu une séance d'hypnose? Ouais. Oui, non. Alors, la personne nous dit oui. Ok. Bah, et comment ça s'est passé pour vous? Et là, elle nous dit des choses. Et ça va être précieux, parce que ce qu'elle nous dit, ça va nous donner des pistes. Elle va vous dire ce qui a été bien pour elle et ce qui n'a pas été bien. Donc, quand elle vous dit ce qui n'a pas été bien, par exemple, on m'a déjà dit, ah ben moi, j'ai déjà fait de l'hypnose, mais ah ben, il n'y avait pas de discussion. Hein. Je suis arrivée, on a discuté 5 minutes à peine et paf, il y a eu la séance. C'était un peu bon. Et donc là, hop, le besoin derrière, il y a un besoin d'écoute. La personne n'a pas été nourrie dans ce besoin. C'est important. Ok, je note. Ça va être, qu'est-ce que j'ai pu avoir oui, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'était trop rapide, le phrasé, le rythme. Ok, on en prend note, on va être dans la lenteur. Oui, mais moi, ça m'a déstabilisé. La voix de la personne, elle n'avait rien à voir avec sa voix normale. Elle parlait sur un mode vraiment hyper bizarre. Ça m'a déstabilisé. Ok, j'en prends note. On reste simple et naturel. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses. Parfois, on me dit aussi, oh non, pas d'hypnose, mais par contre, j'ai fait de la sophro. On m'a appris des exercices de respiration. Bah, ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Ah, des exercices de respiration. Et vous vous rappelez des exercices de respiration en particulier? Oui, il y avait celui-là. Ok. Paf, bah, j'ai ma première induction, puisqu'elle connaît déjà, que ça lui a fait du bien. Et ben, pour lui donner confiance, je vais m'appuyer sur ce qu'elle a déjà fait et je vais commencer mon induction par un petit exercice de respiration. Soit un qu'elle a nommé si je connais, ou alors quelque chose que moi je connais d'un peu nouveau, vous voyez. Donc effectivement, partir de s'il y a eu expérience ou pas, pour moi, c'est un bon moyen d'introduire ça. Et puis, après, on complète par rapport à ce qu'elle nous aura dit, comment vous avez vécu l'expérience, comment on voit aussi peut-être ce qu'elle sait de l'hypnose, voilà, et après, on complète. Si la personne dit non, bon, bah là, on va faire un pré-talk sans doute un peu plus long pour expliquer tout ce qu'il y aura expliqué. Donc, je pense que c'est pas mal de le prendre dans ce bout-là, effectivement. Alors, les différents points à aborder. Donc, vous en avez déjà cité certains. J'ai aussi mis des petits points, 1, 2, 3, pour classer un petit peu tout ça. Dans les différents points à aborder, alors quand je dis 1, 2, 3, je ne dis pas que c'est l'ordre qu'il faut suivre, hein, c'est juste, voilà, comme ça m'est venu. Moi, le premier point qui est important pour moi, c'est donner du sens à l'hypnose. Pourquoi on a recours à l'hypnose, en fait? Pourquoi cette technique? Pourquoi cette démarche? Quand on met du sens aux choses, on a parlé d'intention hein, tout à l'heure, et ben voilà, ça change tout. Parce que la personne, elle va se placer dans une intention tout court, en fait, si elle sait pourquoi elle le fait et vers où elle veut aller. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Oui, Elodie. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire souvent que c'est un état déjà naturel pour assurer et du coup, que comme c'est déjà en eux,
Voilà, ça va être facile dans ce sens-là, donner du sens, enfin donner, je ne sais pas si je réponds trop à la question, mais valider, enfin, ouais, dire qu'en fait c'est facile parce qu'ils en font tous les jours naturellement. Et donc du coup, ça peut aider. Ok, moi j'ai mis ça dans rassurer et mettre en confiance, ce point-là. Pourquoi est-ce on utilise l'hypnose et nous et pas autre chose en fait? Pourquoi cet outil? Parce que c'est génial. Mais Parce que c'est prouvé scientifiquement, ça marche, on a plein de bons résultats. On peut s'appuyer ah, sur la j'ai même science. pas parlé des. Parce que ça permet, peut-être on peut leur dire, parce que ça permet de bypasser le conscient, que ça évite beaucoup de résistance, que c'est du coup un accès direct à ce dont on a besoin. Oui, alors ça, c'est un point qui est très, très souvent abordé, enfin cité, cette idée qu'avec l'hypnose, on chante le conscient. Moi, j'aime pas dire ça parce qu'en fait, ça diabolise le conscient. J'aime l'idée que, et ça, c'est ce que je dis dans mon accompagnement. Je dis, voilà, j'utilise l'hypnose pour aller rencontrer l'inconscient, qu'on puisse faire cette rencontre, mais toujours avec le conscient, pour qu'il y ait une harmonisation, pour qu'on aille plutôt vers l'harmonisation des parts et pas la division intérieure, vous voyez, pas avec l'idée qu'on doit être en lutte avec le conscient, etc. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça quand on parle d'hypnose. Et moi, de plus en plus, je dis que le conscient, on s'en sert aussi comme un allié et qu'on va plutôt aller vers l'harmonisation. On peut dire aussi, Stéphanie, on peut dire aussi que du coup, ça va permettre de connecter les deux parties du cerveau. Du coup, ça va les harmoniser. Et que cet état, on l'a quand on est ou en méditation ou quand on dort. Et du coup, c'est ce qui nous permet aussi d'atteindre la détente et de faire fonctionner les deux parties en même temps. Oui, complètement. Mais c'est incroyable parce que ça, je ne l'ai même pas noté. Toutes ces infos sur les neurosciences, enfin, tout le cours que vous avez eu, Eh oui. voilà, où on a listé tous les effets, en fait, à tous les niveaux. Ça, c'est hyper important si vous sentez les gens un peu, pas sceptiques, mais voilà, de venir parler des neurosciences, de ce qui est prouvé. C'est scientifique. L'état d'hypnose, oui, parce qu'il y a des gens qui vous diront, moi, je suis très cartésien, alors ces trucs-là. Cartésien, justement, vous savez que la médecine utilise quand même l'hypnose, que les neurosciences ont fait énormément de progrès en termes de recherche, même s'il y a encore énormément de mystères, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. On sait que, et paf, 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 on balance ce qu'on a listé dans le cours là-dessus, effectivement. Du coup, niveau conscient-inconscient, on peut dire quand même, enfin, c'est envisageable de dire ça permet de minimiser les résistances du conscient? Oui, oui, La oui. résistance du conscient? Oui, oui. Et puis, tu vas le trouver partout ailleurs. Hein. Moi, je vous dis ça, voilà, c'est ma vision des choses, mais oui. Non, mais est-ce que dire que ça permet de minimiser les résistances du conscient, on est moins du coup en opposition conscient-inconscient, ou pour à ton oreille, c'est pareil? Non? En le disant comme ça, oui, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'on m'entend? On Oui, m'entend là? Ah, bonjour tout le monde. J'aime bien utiliser de mon côté la notion de collaboration quand j'aborde avec les gens qui viennent. C'est pour moi un côté, je retrouve le côté apaisant dans le fait qu'ils ne viennent pas en conflit l'un avec des parties qui sont qui font partie de nous-mêmes, hein, toutes ces parties qui nous habitent, et de les mettre justement en collaboration et en entente et en discussion, quoi. Donc, on va faire discuter l'inconscient et le conscient, les faire se rencontrer et donner cette notion de quelque part d'apaisement avant tout par rapport à la séance, quoi. Après, tout ça, juste pour partager ma manière de faire, moi, c'est un peu mon pré-talk, c'est en même temps déjà une induction. En général, je glisse déjà un peu des suggestions, etc., un peu de langage fou, etc. Et puis, mais je rassure la personne sur chaque point au fur et à mesure, un peu. Et déjà, quand on va commencer l'induction, il y a déjà quelque part, elle a déjà entendu qu'elle allait rentrer en hypnose, etc., etc., avec cette notion de rassurance avant tout.
Et Oui. puis, voilà. Et vous pouvez effectivement ajouter un peu d'hypnose conversationnelle si vous voulez à ce moment-là. Voilà, bien sûr. Mais on est bien d'accord tous que pourquoi l'hypnose, ça permet quoi en fait justement que d'autres pratiques ne permettent pas ou Ouais. que d'autres pratiques ne questionnent pas de cette manière-là. Vous l'avez cité à chaque fois, c'est basique ce que je vous demande. C'est moins invasive, il n'y a pas de médicaments, voilà, on est dans quelque chose de très doux, Oui, mais ça comme dans d'autres pratiques. Donc quoi, ça permet de mettre le cerveau dans un autre mode de fonctionnement au niveau des ondes cérébrales? Oui, oui, On va être en état de conscience modifié. voilà, on a un état, on va se placer dans un état de conscience modifié qui nous permet quoi? une autre réflexion. qui nous permet de reprogrammer? De Non, reprogrammer? un meilleur accès à justement l'inconscient. À l'inconscient. En fait, le but de l'hypnose, c'est d'aller, c'est tout simple, mais c'est pourtant la base, c'est d'aller rencontrer l'inconscient, communiquer avec l'inconscient, explorer l'inconscient, ramener à la conscience qui est du domaine de l'inconscient. Et quand on le dit comme ça, on n'est pas dans le conflit. Ramener à la conscience qui est du domaine de l'inconscient. Voilà. Explorer. Donc voilà, l'état d'hypnose, pourquoi on cherche à provoquer cet état? Parce que c'est cet état qui nous permet la communication avec l'inconscient. Et après, derrière, pourquoi on cherche à communiquer avec l'inconscient? C'est ce que vous avez dit, parce que comme ça, on va pouvoir reprogrammer, parce qu'on va avoir accès à des croyances limitantes, à des blocages qu'on ne peut pas identifier consciemment. Voilà, on va voir ce qui se joue à ce niveau-là. Et puis aussi, on va pouvoir accéder à un réservoir de ressources. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a toutes les ressources en lui, mais qui sont souvent inconscients, dans le domaine de l'inconscient. Donc, c'est tout notre réservoir de connaissances, de ressources qui est aussi dans cette partie-là de nous. Donc, on va pouvoir aller les sortir, les ramener à la conscience, encore une fois. Mais c'est le but, c'est-à-dire provoquer l'état d'hypnose. Pourquoi? Pour aller communiquer avec l'inconscient. Et pourquoi communiquer avec l'inconscient? Parce qu'il nous permet ceci, cela. Il gère ceci, cela. Et là, on n'est pas avec quelqu'un concrètement, mais si vous avez fait tout l'entretien avec quelqu'un, évidemment que là, on ne va pas hésiter à aller parler de sa situation. Un fumeur, par exemple, qui vous aura dit bah ouais, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais vraiment c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, voilà, on va pouvoir dire consciemment vous avez envie d'arrêter de fumer, et la petite part là qui fait c'est plus fort que moi, elle est à un autre niveau, elle est dans l'inconscient, et on va aller pouvoir aller questionner cette part là, savoir pourquoi pour l'instant elle continue à vous faire fumer, qu'est-ce qui se passe pour elle. Vous pourrez parler du rôle protecteur dans l'inconscient. Parce que souvent, on a des consultants qui sont un peu dépités et qui disent « mais c'est pas possible d'être aussi ceci, cela, de ne pas arriver à, c'est pourtant pas compliqué, je ne comprends pas ». Ils ne mettent pas de sens et ils trouvent parfois ridicule, débile, enfin voilà, complètement ubuesque certaines de leurs réactions. Mais quand c'est du recadrage, c'est-à-dire apporter une autre vision des choses. Quand on leur explique que cette part, en fait, elle veut des choses positives pour eux et que c'est une manière de les protéger pour telle et telle raison, on peut voir les choses d'une autre manière. Mais on peut donc s'appuyer sur les exemples, l'exemple même de la venue du consultant en disant, bah voilà, ce que je vous propose, ça va être, par exemple, d'aller changer ces croyances dont on a parlé tout à l'heure. Et ça va être de la reprogrammation. Effectivement, ça va se faire au niveau de l'inconscient. Donc, quand je disais donner du sens, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment dire, ah oui, bah, si on va faire ça, c'est pour une raison, c'est ça. On peut prendre aussi un tout petit exemple, Stéphanie, imaginer en donnant, comme tu l'as donné dans le cours, l'image de l'iceberg en disant qu'on va aller faire émerger tout simplement ce qui est immergé. Ça. C'est ça, même si bien sûr c'est un peu utopique de se dire d'un coup la lumière file, je vais tout voir, mais en tout cas sur certaines choses à un moment donné qui nous titillent, oui, on va pouvoir aller explorer. Et vous voyez que quand on dit ça, je vous propose d'aller explorer ce qui peut se passer dans votre inconscient. On n'est pas en train de dire à la personne
je vais vous reprogrammer, vous sortirez d'ici, ça sera fini. Vous voyez la différence de discours? On en parlait, Elodie, pendant l'atelier de mardi, ce que tu disais. On ne dit pas à la personne qu'on va résoudre un problème. On se propose de l'explorer, d'aller creuser. Voilà, et la posture, elle est complètement différente. On l'accompagne dans ce processus, en fait. Voilà. Donc voilà, moi, j'aime bien donner du sens dans le pré-talk. Oui, Elodie. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Et ce que je revois, ce que je lis beaucoup sur les groupes Facebook ou machin d'hypnose, c'est ce côté, il faut garder la magie. En fait, là, on n'est plus du tout là-dedans, puisqu'on est vraiment dans l'accompagnement. Ça n'empêche que ça marche quand même très bien. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai un doute, je me dis, peut-être que j'en dis trop. Parce que c'est vrai que j'explique beaucoup aussi. Et je me dis, peut-être que j'en dis trop. Alors, ça, la question que tu dis, peut-être que j'en dis trop, je pense que je me la dis à chaque séance. Il y a un moment donné, dans notre métier, je pense qu'il est normal et qu'il est même sain de se questionner sur ce qu'on fait, en fait, tout le temps. Parce que c'est ce qui nous fait évoluer et que moi aussi, ça me pose question. Il y a des choses où je me dis, là, par exemple, vous décrivez les effets de l'hypnose. Vous allez en lister un certain nombre. On se dit, ça peut rassurer la personne, mais peut-être qu'elle va du coup s'attendre à avoir ses effets si elle ne les a pas. Donc, tout le temps, on se demande, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas, est-ce que j'en ai trop dit, pas assez. Ce côté de la magie, en fait, il existe. Moi, je l'ai vécu. Les consultants qui vivent de la magie, forcément, pendant une séance, je vis aussi la magie parce qu'elle se communique. Quand une personne vit une émotion hyper forte dans une séance, ou quand on sent qu'il y a quelque chose qu'elle a touché, qui résonne en elle, ça, pour moi, c'est de la magie. C'est le côté émotionnel, le côté, je ne sais pas, oui, ce truc où on va toucher à une profondeur de l'être. Pour moi, ça, c'est magique, vraiment. Donc, tu vois, elle existe, cette magie, mais peut-être pas comme certains la nomment, je ne sais pas. Pour moi, l'hypnose est un outil essentiel, parce que cette exploration, aller explorer ce qui se passe au niveau inconscient, c'est un levier de changement énorme, mais ça reste un outil qui s'inscrit dans une globalité, effectivement. Alors, est-ce que ça enlève ce côté magique? Voilà. Ça dépend ce qu'on entend par magie. Après, voilà, pour moi, des moments d'émotion forte partagés, c'est de la magie. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais les questionnements dans notre métier, ils sont incessants, en fait. Ils font partie du boulot, parce que quelqu'un qui se dirait non mais moi je suis, alors ça n'empêche pas d'avoir une forme de sécurité, de se dire voilà, je sais où je vais, je fais ci, je fais ça, mais aujourd'hui dans mon cadre, il n'empêche que je me questionne encore tout le temps et que c'est ça qui nous fait évoluer. Je pense que, voilà, je le redis encore, je pense que c'est sain. Et c'est pas, souvent, c'est que ça nous fait peur. On se dit, si je me pose toutes ces questions, c'est que je ne suis pas encore assez sûre de moi, que je ne maîtrise pas encore. Non, je pense que pour moi, les questionnements dans ces métiers, ils sont sains, ils font partie du boulot, d'où les supervisions, hein, que de nombreux professionnels en psychologie notamment, etc., eh ben, ils sont en supervision. La supervision, c'est ça. On parle beaucoup de toutes les questions et de comment certains cas, régulièrement, hein, on a des consultants qui vont venir un peu bousculer, juste au moment où on se dit, ça y est, là, je prends confiance, c'est cool, il y en a un qui va arriver, oh là là, il va un petit peu balayer ça. Et c'est super, parce que du coup, on s'enrichit au fur et à mesure. On s'enrichit et je dirais plus encore, on ne croit pas qu'on a la science infuse. Parce que là, on devient quelqu'un de dangereux pour l'autre. Oui, ben, ça fait se poser dans une posture très haute de moi, je sais. Et voilà, c'est vrai que. Mais Voilà. pour répondre à Elodie concrètement, comment on fait? Eh ben, dans le pré-talk, là, on liste des points, voilà, c'est structuré, c'est carré. Et puis, quand vous êtes avec une personne, c'est votre. Voilà, c'est tout ce qu'on voit en formation. On l'a dit encore mardi, il y a l'intuition, elle peut prendre sa place pour moi, hein. Elle a pris sa place dans un cadre structuré. Et dans mon cadre de pré-talk, c'est au moment où je suis avec la personne en face que je vais choisir,
Parce que parfois, je ne vais pas tout dire, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Parfois, je ne dirai pas tout. Je vais sélectionner certains points. Et je vais insister sur certains points plus que d'autres. Pourquoi? Parce que je l'ai senti comme ça à ce moment-là, tu vois. Et c'est là où la part intuitive va avoir son rôle. Est-ce que j'en dis trop, pas trop? En fonction de la personne, de ses besoins, de ce qu'a donné tout l'entretien, on va sentir, ça va être naturel de plutôt dire ça ou ça. Donc ça, c'était pour donner du sens. Après, ça vous parle ou pas, vous le dites ou pas, c'est comme vous le sentez. Ce que vous avez tous dit depuis le début, c'est le point où j'avais mis un petit 2, c'est rassurer et mettre en confiance. La base du pré-talk, c'est ça. On a dit qu'on expliquait ce qu'était l'état d'hypnose pour démystifier et faire tomber les peurs de contrôle. On parlait du conscient, de pouvoir dépasser les barrières du conscient. Alors moi, je me rappelle, Sylvie, moi j'ai vécu en début de pratique 2 consultants coup sur coup, pas possible de mettre en état d'hypnose, ça n'a pas marché. Alors à l'époque, je ne faisais pas de pré-talk, je ne savais même pas ce que c'était, donc voilà. Ça peut quand même vraiment aider de faire le pré-talk. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on parle toujours de ces barrières du conscient. Alors je vais vous expliquer mes 2 cas. Le cas d'Alexandre. Donc, Alexandre, on commence l'induction. Je pars sur une induction visuelle. Donc, j'invite à aller, lui refuse, le truc basique. Il rouvre les yeux. Je vois comment tu fais que ce truc, ça soit tout doux, tout beau, mais moi, j'ai que des images horribles. Des images de mort, des images, c'était des images horribles. Ah bon, d'accord, bon. Alors, on repart, on recommence, et là, je pars sur une induction kinesthésique. Associé à un geste, un truc que je ne sais même plus faire d'ailleurs. J'avais regardé une vidéo sur Internet à l'époque pour apprendre des nouvelles choses. Je n'ai jamais refait, je ne sais même plus ce que c'était. Pareil, il rouvre les yeux. Non, je ne peux pas. Et lui, pour le coup, il m'a dit, je suis désolée, j'y arrive pas, je ne peux pas. Et ces images-là qui surgissaient chez lui, ça ne vient pas de son conscient. Sauf qu'à l'époque, moi, je ne savais pas faire. Ce serait aujourd'hui, j'inviterais la personne à me parler de ces images, à me les décrire. Je lui demanderais, est-ce que c'est OK pour toi de les regarder un petit peu, ces images, ou vraiment c'est quelque chose qui fait très peur? Enfin, j'irais peut-être un peu creuser. Mais là, je n'ai pas su le faire. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Deuxième exemple, le cas de Laure. On commence. Alors déjà, elle s'installe. Je ne suis pas très bien. J'ai mal au cou. Alors, coussin, machin, la replace. J'ai cette douleur là dans la nuque. Et donc, moi, pareil, j'avais ma séance écrite de toutes pièces. Donc, je ne savais pas du tout comment improviser. J'ai bien vu qu'elle n'était pas franchement dans l'état d'hypnose, mais je ne savais pas quoi faire d'autre que lire mes feuilles. Donc, bêtement, j'ai lu mes feuilles, alors qu'évidemment, quand un cas comme ça en séance, je fais de l'hypnorelaxation. Je l'invite à aller dans le corps, à aller explorer la douleur, etc. Donc, ça se passe comme ça. Elle repart. Elle m'envoie un SMS. Elle me dit, c'est complètement incroyable. À l'instant où je me suis assise dans ma voiture en repartant là, de devant chez moi, à cet instant-là, la douleur a disparu totalement. Non, mais vous voyez le truc? Alors, pareil, ce n'est pas conscient, ça. Elle s'installe, une douleur d'un coup qui arrive, qui la gêne, qui l'empêche d'aller dans la séance, vous voyez le truc? Et qui s'arrête au moment où elle repart. Donc, je veux dire, pour moi, ça a été juste énorme comme preuve qu'il y a des barrières qui sont, mais pas conscientes, mais clairement inconscientes. Là, pour moi, c'est l'inconscient qui lui a dit papa, attention, on n'y va pas, et qui est venu provoquer un petit quelque chose pour pas qu'elle y aille. Mais le pré-talk, il rassure quand même tout le monde, en fait. Il est global. Mais voilà, comme on en a parlé tout à l'heure de cette histoire de conscient, je reprécise qu'il y a des bonnes barrières qui viennent de l'inconscient. On se rappelle qu'il est protecteur et que donc si à un moment il voit qu'il y a danger, si lui ressent les choses comme ça, il va venir bloquer. Donc rassurer, mettre en confiance. Élodie, tout à l'heure, tu as dit, première chose que tu as évoquée là-dessus. Je ne sais plus. Dire que c'est un état naturel. Voilà.
État naturel, oui. État naturel qu'on ressent tous plusieurs fois par jour. On peut donner des exemples. L'exemple le plus connu, qui est tout le temps cité, je ne sais pas si vous voyez ce à quoi je pense. Quand on est en train de conduire. Voilà, je suis dans ma voiture, j'arrive chez moi, j'ai plus conscience du trajet. Voilà. Ce sont des états quotidiens d'absorption dans une expérience. On peut dire aussi, tu sais, par exemple, je sais pas, tu écoutes la radio ou tu regardes la télé, puis tu as un membre de ta famille qui s'adresse à toi à voix vraiment haute, mais tu ne l'entends même pas, parce que tu es complètement focalisé dans ton expérience. Eh bien, l'état d'hypnose, c'est ça. C'est un état de focalisation, d'absorption qu'on va venir provoquer, en fait, là. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourra dire aussi? J'aime bien rappeler tout bêtement aussi que le rêve, c'est un langage de l'inconscient et que chaque personne en a parfois conscience au réveil, parfois pas. On oublie quand on se réveille, parfois on se souvient quand c'est très marquant, quand c'est très parlant ou quand justement c'est tellement décalé de ce qu'on pourrait s'imaginer de son quotidien que ça nous interpelle et que à ce niveau-là, au réveil, on s'en souvient. Et j'aime bien parfois juste rappeler, et alors on est parfois étonné de voir que le rêve est considéré comme quelque chose d'extérieur, même parfois, extérieur à ce que les gens s'imaginent d'eux-mêmes, etc. Ils sont parfois même en décalage du fait que ça fait partie d'eux-mêmes. Donc, leur rappeler que oui, le rêve est là, que le rêve est là pour nous donner des messages, c'est bien l'inconscient qui s'en charge. Et parfois, juste rappeler ça, on voit une réaction parfois dans les yeux des gens. Ils disent, oui, tout compte fait, oui, c'est peut-être... c'est pas si bête, quoi. On parle de la conduite, des états un peu décalés dans notre journée. Ça peut être le cinéma, ça peut être un livre passionnant, ça peut être plein de choses. Et rappeler ces petites choses-là dans le discours. J'aime bien utiliser, moi, la conversation pour glisser tout ce genre de suggestions. C'est des petites suggestions, en fait. Tiens, quand vous rêvez, vous savez que c'est... etc., etc. Alors, attention à ce que la personne, déjà, n'associe pas que l'état d'hypnose est un état de sommeil. Tout à fait, oui. Pas la confusion. Et il y en a qui font plutôt des cauchemars que des rêves. Oui. Ils vont se dire, punaise, ça va ressembler à ça, sa séance. Vous voyez, donc Oui, moi j'ai eu quelqu'un qui faisait notamment beaucoup de cauchemars, des insomnies, de cauchemars, mais je n'ai pas, je l'ai invité à aller voir et à rêver autrement, entre guillemets. Donc ça c'est ce que et on est allé faire une séance de sommeil ensemble et il est sorti des émotions fortes. C'était pour moi très saisissant. C'était les premières personnes. J'ai une personne qui a presque failli, elle voulait m'étrangler, quoi. oui, voilà. Oui, vous voyez, elle a fait un geste vers ma gorge à un moment donné. C'est comme s'il y avait une part d'elle-même qui luttait les thèmes. Et il ne faut pas se saisir de ça et se saisir de ça. J'ai utilisé les deux, un peu les métaphores. Mais les émotions, parfois, peuvent être saisissantes. Ouais. Oui, complètement. Donc, si vous parlez des rêves, etc., vous pouvez, quand vous parlez de l'inconscient, dire que voilà, un des langages de l'inconscient, c'est effectivement ce qui vient dans les rêves. Mais tu vois, pour ce qui est de rassurer là-dessus, est-ce que ça rassure vraiment? Peut-être pas pour tout le monde, pour les raisons que j'ai nommées. C'est-à-dire que c'est des images parfois pas simples. Attention aussi à bien dire que justement, un des points, c'est de dire l'état d'hypnose, c'est ni du sommeil, ni un état de veille ordinaire. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est un état de conscience modifié. Voilà, où on est hyper conscient. Au contraire, c'est-à-dire que là, Hyperconscience, oui, j'aime bien cette expression d'hyperconscience. Ouais. Parce que du coup, la notion d'hyperconscience, elle permet de rassurer la personne sur quoi, justement? Mais qu'elle ne perd pas le contrôle, totalement. Voilà, exactement. Et c'est un état aussi de méditation. C'est méditatif aussi. Oui, on retrouve notamment au niveau des ondes cérébrales, des ondes communes, etc. Oui, ça rassure. L'effet de dire ça, vous êtes hyper conscient,
vous gardez conscience de ce qui se passe en fait pendant toute la séance, ça rassure sur l'idée de la perte de contrôle. Et on peut parler d'hypnose de spectacle, bien sûr, parce que les gens, ils savent ça. On parlait de faire la poule, bah oui, ils ont tous un peu ça en tête. On peut dire clairement que nous, on ne fait pas d'hypnose de spectacle et qu'en hypnose de spectacle, le public est choisi et qu'on s'adresse aux 10% de personnes les plus suggestibles, déjà, pour commencer, et puis que ce sont des techniques d'entrée en hypnose rapide qu'on appelle rupture de pattern, vous pouvez placer le mot, et que vous n'utilisez pas ça, vous, en cabinet. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Pour rassurer sur cette histoire de perte de contrôle. Et du coup, de la même manière, par rapport à cette perte de contrôle, on peut repréciser que l'inconscient, on va venir lui apporter des idées, des suggestions, des alternatives, mais que c'est toujours lui qui dit choisis de les suivre ou pas, de les prendre ou pas. Et que ça, c'est du seul pouvoir du consultant. Et là, paf, on est dans le 50-50 de l'accompagnement et dans le rôle de la personne. C'est-à-dire, quel est son rôle à elle? Son rôle à elle, même si elle n'a pas forcément de maîtrise et de contrôle là-dessus, c'est qu'il y a des choses qui vont être acceptées ou pas par elle et que ça ne dépend pas de nous. Et puis, sur l'état d'hypnose, ce que je me suis mise à dire aussi, parce que ça m'est venu comme ça, par rapport à des retours de consultants, je me rappelle d'une consultante qui m'avait dit « Ah, mais je me suis demandé pendant toute la séance si j'étais en état d'hypnose ou pas, et c'est maintenant que je suis revenue que je me rends compte que j'étais en état d'hypnose. » Donc, ce que je leur dis, c'est que d'abord, se questionner sur est-ce qu'on est dans l'expérience ou pas, nous sort de l'expérience. Et donc là, sur leur rôle, c'est qu'ils peuvent tout simplement, quand ils voient ces questions passer, les laisser passer et ne pas s'y accrocher, et revenir à l'expérience. Et je leur dis, c'est un état qui peut être beaucoup moins impressionnant que ce qu'on imagine. Quand on parle de l'hypnose de spectacle, par exemple, et puis on peut dire, oui, au quotidien, vous n'avez pas forcément conscience que vous êtes en état d'hypnose. Vous n'êtes pas en train en lévitation au-dessus de votre fauteuil, quoi. Et vous êtes pourtant en état d'hypnose. Donc, bien repréciser ça. Ouais. Il faut définir, quoi. Définir un peu. C'est vrai que c'est pas toujours clair. J'ai eu l'occasion de rencontrer même lors de différents je fais des stages ailleurs, tout ça. Et quand j'échange sur l'état d'hypnose, c'est encore très flou chez la plupart des gens. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas clair. Ils voient, parce qu'ils sont, comme tu dis, Mesmer, etc. Donc, ils voient un peu, et donc ils sont un peu face à une image pas rébarbative du métier, mais voilà, c'est spectaculaire, ça peut être amusant, etc. Mais ils ne s'imaginent pas que c'est un outil avec tout ça. Et donc, il y a une image à redéfinir, quoi. Donc, oui, c'est notre rôle là pour le coup, 50-50. Nous, notre rôle, ça va être ça, c'est de poser les choses. On appelle ça démystifier l'hypnose. Démystifier, oui. Pour pouvoir apporter un autre regard là-dessus. Rassurer, mettre en confiance. Il y a quand même une peur qui peut rester. Et qui peut être là à chaque séance et qui peut se présenter au cours de la séance, c'est qu'à un moment donné, l'état d'hypnose peut faire peur, la perte de contrôle peut faire peur, etc. Mais ce qui peut faire très peur, c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi. Les émotions. Les émotions, beaucoup, plusieurs personnes avaient un peu du mal d'aborder cet état-là, justement par peur d'aller toucher quelque chose. Exactement. Et ça, c'est une peur, elle n'est pas forcément consciente chez les gens. Il y a cette petite appréhension qui peut être là. Donc, si vous sentez que ça peut être intéressant de le dire, vous pouvez préciser qu'au début de la séance, au cours de la séance, de toute façon, vous allez poser ce qu'on appelle des fusibles en hypnose pour garantir à la personne qu'elle vive une expérience qui soit OK pour elle.
Hein, vous aurez le cours sur les fusibles pour l'atelier 3, les stagiaires, où on peut préciser ça à la personne, c'est dur à dire ça, pour qu'elle se dise, bon ben voilà. Après, ça garantit que l'émotion soit traversable pour elle, entre guillemets, mais parfois, c'est vrai que ça fait partie du processus aussi, d'aller contacter des émotions qu'on a peut-être habituellement l'habitude de fuir, justement. Est-ce que ça ne met pas quand même un frein? C'est bon de le dire quand même? Ça ne fait pas encore plus peur? Ça dépend, oui. Je ne sais pas. Ce serait suggéré que on pourrait rencontrer des émotions fortes. Oui, on peut tourner ça la phrase dans le sens où si jamais ça se présentait, il y a toujours une possibilité pour vous de revenir à un état un peu plus léger, etc. Quelque chose qui est plus juste, plus adéquat pour vous, plus agréable, etc. De toute façon, alors effectivement, le fait de dire ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je le dis, je le dis pas, j'en dis trop, pas assez, oui, finalement, ça peut peut-être générer de la peur. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'en séance, une fois que tu démarres, ce qui est conseillé, c'est de poser des fusibles. Ouais. Et que les fusibles, ils parlent de ça. Ils parlent de possibles, voilà. Donc, la question est ouverte. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il faut le dire, pas le dire? Oui, je pense qu'on le sent en fonction de la personne, de toute façon. Au moment venu. Voilà, si on sent quelqu'un qui est vraiment dans le stress avant la séance, ça peut l'aider à lâcher. Et puis, dans la manière de poser les fusibles, on peut simplement dire votre inconscient veille à ce que cette expérience soit la plus confortable pour vous. Là, on n'a pas dit, s'il y a des émotions inconfortables qui se présentent, vous ferez ça. Mais dans les exemples que je cite, il y a aussi ça clairement nommé. Hein. Donc voilà, ce sont des vraies questions, effectivement. Simplement, c'était une manière je voulais juste dire qu'en plus des peurs sur ce qu'est l'état d'hypnose de manière générale, la peur de la perte de contrôle, il y a ça aussi. Il peut y avoir ça. La peur d'aller voir à l'intérieur. Autre point qui va pour moi dans rassurer et mettre en confiance, c'est tout ce qui va donner de la liberté au consultant. Et ça, tous ces points-là, ils rejoignent ce dont on a parlé au début, c'est la posture. C'est-à-dire que quand on lui donne la liberté d'eux, quelque part, on lui c'est lancer une perche, hein, voilà. Hop, il y a la perche, tu la prends pas, vous voyez, et là, c'est à lui, c'est lui qui va s'en saisir ou pas. Donner la liberté, c'est simplement, par exemple, dire, c'est vous qui décidez d'entrer ou pas en transe, et c'est vous qui décidez de la profondeur de la transe. Tiens, ça fait partie des choses que je dis parfois quand j'ai pas dit tout à l'heure, l'hypnose de spectacle. Je dis oui, puis en plus, dans le vocabulaire de l'hypnose, on dit être en transe. Alors voilà, ça se rapporte à des choses. Enfin, vous voyez, c'est un peu le terme quand on parle de transe, il est un peu fort. Mais voilà, c'est vous qui décidez d'aller dans l'état hypnotique ou pas. Vous en décidez aussi de la profondeur. Ouais. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi être libre de bouger pendant la séance, comme vous vous repositionnez quand vous en avez besoin, et tout simplement vous revenez ensuite à l'état d'hypnose, il n'y a pas de souci. Vous êtes même libre de parler si vous le souhaitez. Vous êtes libre de changer tous les mots que je dis, les images que je suggère, pour que l'expérience soit la plus adaptée en fait pour vous, pour que vous pouvez même suivre complètement autre chose que ce que je vous dis. Vous pouvez suivre votre propre expérience. Vous pouvez tout transformer, tout changer. Ouais. Ça donne la liberté. Et c'est assez rassurant de se dire, bon, là, en gros, je fais ce que je veux. Enfin, vous voyez, même par rapport au contrôle, rassuré sur la perte de contrôle, là, on dit, voilà, moi, et on montre bien à la personne ce qui est de son pouvoir et ce qui n'est pas de son pouvoir. Ouais. Et il y a des personnes qui voyagent, hein. C'est terrible. Mais bien souvent, moi, j'ai constaté que, et ça, peut-être que c'est encore
une erreur de débutant peut-être, de voir que les gens, ils vont dans leur monde intérieur forcément, hein, et ressortent même avec des choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors, peut-être que c'est logique, mais bon, après, moi, ma manière de travailler, par exemple, si je viens sur la cigarette, je ne nomme pas la cigarette une seule fois sur la séance, peut-être un peu en pré-talk, mais on va chercher autre chose, quoi. Je vais vraiment chercher, et on va creuser un peu la problématique qui est derrière, quoi, la sous-couche. Et donc, les gens, je ne sais pas vers quoi ils vont, en fait. À un moment donné, paf, ils vont chercher un truc et c'est tout sauf peut-être ce que j'aurais pu m'attendre, hein. Ils vont chercher peut-être une blessure très profonde, ils vont chercher parfois même juste une espèce de ressort qu'ils avaient besoin. Pas nécessairement une émotion, mais juste hop, un déclic. Et puis bon, c'est bien, tant mieux. Alors je peux estimer, parfois, enfin, souvent, alors je dis, bah ok, c'est que la séance est ok. Mais je me rends compte que si je me dis, je vais aller dans cette direction-là, bien souvent, la personne, elle trouve sa direction à elle et elle part avec autre chose, quoi, qui est bénéfique, hein. Enfin, elle est sortie d'un truc, ah ouais, oh, elle a fait un tilt sur un truc ou quoi, et puis c'est bien comme ça, et puis tant mieux, en fait. Mais voilà. Je sais pas si tu constates ça aussi de ton Bien côté. D'où sûr. l'avantage de ne pas préparer les séances. Oui, en fait, je prépare plus, quoi. Je vais au charbon. Je vais au charbon et ça me met parfois dans un stress parce que je me sens pas toujours à l'aise, hein. Je dis: «Fou là là, qu'est-ce que je vais faire?» Mhm. Bon, quand on discute avec une personne après, moi, je n'arrive pas à écourter les séances. Ça, c'est mon petit, mon petit truc, c'est que moi, c'est une séance, je parle avec les gens beaucoup, enfin mon pré-talk est assez intense et parfois je fais qu'un quart d'heure de réelle hypnose, quoi, sur toute la séance. Ça dure 1 heure et demie, mais fait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Et la personne, elle part, quoi. Elle part dans son monde et je la laisse aller. Et puis elle parle, parfois ça parle pas, parfois ça bouge pas. Parfois je mets une main levée ou pas. Et puis, et, euh, et donc, mais à chaque fois, je suis surpris de voir que, ouais, je sais pas trop où ça va, quoi. Donc, je sais pas pour vous, hein, comment ça se Erreur de débutant, mais il y avait d'erreurs. Enfin, je veux dire, on l'a dit dès le début, la personne a fait. ses propres ressources. Donc, Ouais, c'est même sain que ça se passe comme ça. Parce que ouais, sinon, ça veut dire qu'on veut avoir du pouvoir sur elle, une forme de contrôle. On se dit, je veux qu'elle aille là, elle va aller là. Alors que ouais, c'est l'inverse, hein, ce qu'on a dit dans notre démarche. Et ouais, qu'effectivement, laisser enfin, que la personne puisse laisser émerger ce qui est bon pour elle, c'est la c'est base de ce qu'on veut ouais, faire en fait, dans notre accompagnement. Mais comme tu le disais, Séverine, d'où l'intérêt de ne pas s'enfermer quelque part dans des séances entièrement écrites. Et encore une fois, ce que dit Roland, c'est que c'est hyper inconfortable au début parce que on a l'impression d'être complètement dans le flou, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir comment s'y prendre. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que justement, quand on a un cadre en tête basé sur des axes qui sont bien déterminés, on a notre cadre qui est notre sécurité, et dans le cadre, dans ce qui se joue dedans, là, on a la part d'intuition et de sensibilité qui va venir, qui va être en jeu, en fait. Voilà, pour moi, c'est un mélange de ça. C'est-à-dire d'un côté la structure et d'un côté l'intuition, la sensibilité pour pouvoir accueillir ce que vit la personne et ce qui se présente pour elle au moment de la séance. On revient au thème du pré-talk, si ça ne vous ennuie pas. oui, bien sûr, Et s'éloigne un peu. du coup, oui, un autre point, pareil, point 3, j'avais mis, parce que je me suis rendu compte que c'était présent chez beaucoup de personnes. J'ai appelé ça la pression de la transe et du bien faire pendant la séance. Les consultants, ils ont souvent, en fait, ils peuvent avoir peur de l'état d'hypnose, mais parfois, ce dont ils ont peur,
c'est de ne pas réussir à entrer en transe. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et du coup, ça leur met la pression et ça favorise pas le lâcher-prise, forcément. Donc, du coup, ce que je leur dis, c'est qu'un état de conscience modifié légèrement est suffisant pour amener des changements. Ça suffit. Dans le cours Intuition 1, là où j'ai parlé des… Ah non, vous venez de le recevoir, c'est pour le 2. Les stades de profondeur, les différentes profondeurs de transe, je parle du stade hypnoïde qui est le stade de pré-transe. Et bien déjà là, il peut se passer des choses. Donc ça peut rassurer la personne sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'être dans un état profond de conscience modifiée. Si c'est son désir, eh ben, pas de souci, on pourra aller vers ça, si elle le souhaite, au fur et à mesure des séances, avec de l'entraînement, voilà, pas de problème. Mais un état d'hypnose léger suffit. On peut lui dire aussi que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées conscientes pendant l'induction, pendant la séance, on pourra lui dire. C'est pas anormal parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à avoir des pensées qui viennent, qui se disent oh là là, c'est pas normal que je pense à ça, je suis en séance d'hypnose, je ne devrais pas avoir ce genre de pensée qui passe, machin. Et je me rappelle une consultante qui m'a dit ah oui, comme tu m'avais dit qu'on pouvait avoir des pensées, bah, du coup j'ai fait comme tu m'avais proposé, que quand les pensées venaient, bah, je les laissais passer et voilà, et puis j'ai pu revenir à l'expérience. Ça peut en aider certains à se remettre sur l'expérience en se disant ce qui se passe là est normal, c'est pas du tout un souci. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en transe, ça ne veut pas dire que la séance ne fonctionne pas. Vous voyez le truc. Et puis on peut leur dire aussi que bah ouais, les ressentis sont des personnes sur l'hypnose, ils sont complètement différents les uns des autres. C'est vraiment très personnel, chacun a sa manière de vivre l'hypnose. Voilà. Vous pouvez détailler ou pas selon ce que vous sentez. Certains diront voilà, ça peut être une sensation de détente, l'impression d'être ici et ailleurs. Ça peut être, voilà. Mais après, comme je disais tout à l'heure, quand on commence à citer des exemples, ça peut avoir l'effet inverse d'enfermer. Donc, à vous de voir. Mais que les ressentis de chacun sont différents. Que ça, pareil, tout ce qu'on a dit là, il y a des choses que vous pourrez décider de dire au début de la séance d'induction, comme par exemple, certaines personnes ne voient pas les images. Ce n'est pas un souci. Parce que imaginer peut passer par d'autres sens, par des ressentis, par des sons qu'on entend. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, vous voyez, ce genre de choses pour rassurer sur le bien faire, l'idée que peut avoir le consultant de ce que c'est qu'une bonne séance, une séance qui fonctionne, comment on fait. Voilà. Oui, à propos du visuel, moi j'ai eu des réactions comme tiens, j'ai vu ça, j'ai vu des lumières, des choses comme ça, des sphères, des trucs, mais je suis pas visuel. Alors, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Enfin, du coup, je dis bon, ben, c'est une manière de voir aussi. Parce Oui, que parce que la personne, elle s'attend peut-être à ce que être les visuel, images concrètes, voilà, ouais, ce soit des images c'est vraiment ça. claires. Et ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu amusé, quoi. Vous voyez des portails, enfin, oui, des trucs quand même imagés, quoi. Je me dis, tiens, ben, mais je suis pas visuel. Je dis, bon, bah, ok, on va faire avec ça. Et puis, bon, on contrarie pas quand c'est comme ça, mais après, la personne elle dit, ouais, mais je vois quand même des trucs, hein. C'est amusant parfois les réactions. Mais en pré-talk, oui, pour revenir sur ce que tu disais, pour pas perdre le fil, alors moi je dis aussi parfois qu'elle n'est pas obligée, que de toute façon elle tombera pas en transe si elle n'en a pas envie. Et bien souvent, c'est comme tirer sur la corde dans l'autre sens, ça force la personne à justement tirer dessus. Et donc, j'aime bien cette idée, je mets de la négation. Comme ça, elle se dit, bon, bah, si je ne suis pas obligé, puis je peux y aller quand même. Enfin, ça dépend d'une personne à l'autre, mais j'aime bien glisser ça, et dire, oui, de toute façon, ne tombez pas en transe là maintenant, on va d'abord discuter un petit peu. Et puis je glisse ça un peu comme ça, et en général, ça se passe pas trop mal, quoi. Il n'y a pas trop de résistance. Oui, dans donner la liberté au consultant, c'est là que j'ai cité ce point de lui donner la liberté d'aller ou pas en
d'hypnose, d'approfondir ou pas l'état. Et effectivement, après, si vous avez envie de travailler comme ça, vous pouvez ajouter des outils du langage ericksonien à votre pré-talk, dans vos phrases, pour faire de l'hypnose conversationnelle. Ça, après, c'est chacun selon son envie de travailler. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas cités que vous voudriez ajouter? Bon, état, rassuré, a priori. Oui, c'est pas pour vous. Moi c'est arrivé une fois de faire une induction main avec, vous savez, fixer un point, laisser descendre le point. Tu avais une personne, ça n'a pas marché du tout, quoi. Quand elle dit, oh, moi je n'arrive pas à voir. J'avais donc demandé de fixer un point, ce point descend et on décompte, etc. Et quand la main touche, etc. Donc, j'ai un peu combiné un visuel avec un kinesthésique. Donc, la main qui touche au genou, vous fermerez les yeux et comme ça. Et puis, là, ça n'avait pas marché du tout. Il a fallu que je refasse rebase. OK, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, puis j'ai parlé d'un couloir, des portes, et puis la personne est partie. Et donc, peut-être je voulais juste partager que parfois on essaye un truc, ça ne marche pas, quoi. Il faut rebondir autrement. Et c'est là que les outils et le langage ericksonien aussi, même dans le pré-talk ou dans la mise en transe, elle est top, quoi. Si on arrive à jongler avec tout ça, on sait rebondir plus facilement. Il y a des tas de mises il y a des tas d'outils qui sont sympas, qui ne sont pas que ericksoniens, mais qui peuvent être de bons alliés pour notre pratique, quoi. Voilà, c'est juste pour partager un peu ça. Voilà. Oui, Stéphanie, il y avait un petit point, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre dans le pré-talk ou pas. J'ai un petit problème, moi, quand je vois une personne comme ça, notamment pour un des Kobe que j'ai pris pour le travail qu'on va faire en atelier 2, c'est de voir quel problème il veut aborder. Voilà, la personne arrive, se présente à moi et après l'avoir rassurée, l'avoir expliqué ce que c'était qu'une séance d'hypnose, ben voilà, je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui t'amène ici, comment je peux t'aider, sur quoi portent tes interrogations, etc. Et là, j'ai un flot d'informations et il faut pouvoir dégager là où les problématiques et de voir quelle est la première je vais prendre en compte pour travailler, quoi. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du pré-talk, mais voilà. Oui. Bah oui. Non, parce que là, tu es carrément dans la démarche d'accompagnement. Mais en fait, tout ce que tu décris, Monique, c'est la difficulté de ce boulot. Mais comme tu vas participer à la formation 2, c'est tout ce qu'on va faire pendant toute la formation. Ok, je vais attendre un petit peu alors. On va travailler là-dessus, mais ça va nous prendre 7 ou 8 ateliers de boulot pour pouvoir dégager une structure, une démarche globale, de savoir mais comment justement la pelote de laine et comment je m'y prends et qu'est-ce que je propose et vers quels axes je vais, tout en sachant que, comme l'a dit Roland, ça ne va pas toujours là où on veut aller. Mais il faut bien qu'on parte de quelque part, nous. C'est ça le truc. Il faut qu'on ait une base pour nous mettre en confiance. Donc, tout ça, c'est l'objet de la formation 2. Pour ce que tu as à faire en formation 1, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi la personne vient, parce que je vous ai demandé de faire un exercice où vous n'êtes pas dans une problématique. Vous êtes dans un exercice de relaxation que vous proposez. Oui, tout à fait, mais c'était en règle générale, quoi, pour après. Voilà. De manière générale, ce que tu évoques, c'est la difficulté du boulot. Enfin, elle est là, parce que je veux dire, les problèmes techniques. La technique, on peut, je veux dire, maintenant, entre les livres, les vidéos, une petite formation comme ça, hop, il n'y a pas de souci. Puis vous en avez des outils techniques, c'est pas ça le truc. Ce qui pose vraiment souci, c'est ce que tu évoques toi.
Et c'est pour ça que tu t'inscris, enfin, que tu vas participer à la formation 2, du coup, Monique, c'est pour pouvoir Oui, avoir ça. tout à fait. Voilà, qu'on travaille en long, en large et en travers de comment on se dépatouille avec ça, qui est le cœur de la difficulté de notre boulot et qui est le point qui met en péril notre confiance et qui nous fait nous sentir pas toujours à l'aise dans ce qu'on fait et qui fait qu'on ne fait pas toujours notre job d'une manière super épanouie, quoi. Alors que pour beaucoup, les gens qui viennent à ce genre de métier, c'est souvent vraiment choisi. Certains quittent un travail pour venir faire ça. Enfin voilà, il y a un investissement important, un engagement important de la part de chacun. Et puis derrière, on vit énormément d'inconfort et de manque de confiance et c'est vraiment pas confortable. Donc là, l'idée, c'est de retrouver une forme de confort, même si je disais tout à l'heure que le questionnement, il est perpétuel dans ces métiers-là. C'est quand même d'avoir une base, un cadre sur lequel s'appuyer. Tout à fait, entièrement d'accord. Donc, on va passer plusieurs semaines à travailler là-dessus. Ok, d'accord. Excuse-moi, alors ma question n'était sans doute pas pertinente. Excuse-moi. Mais non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Non, parce que non, je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a des gens qui sont très bavards et qui, pour ne pas accéder à ce qui devrait être un petit peu travaillé, vont tourner autour du pot, hein, sont partis dans des discussions et dans la tête, et dans la tête, et dans la tête. Et moi, peut-être, ça va peut-être t'aider, mais quand je sens que j'accroche un truc, boum, je reviens dans le corps et je dis, ah, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et en général, la personne, elle s'arrête, quoi. Elle s'arrête. J'ai touché un truc, ouais, mais c'est pas grave, ok. On va juste, on revient dans le corps et puis on commence comme ça. Et en général, la transe, elle commence là. Ok. Ok, Et merci. ça, tu verras certainement aussi avec la formation, hein, tu verras. Ah oui, C'est chouette de pouvoir échanger, en tout cas, avec vous autres, parce que c'est un métier où, malgré tout, on est fort seul, hein, on est livré quand même juste par rapport à ce qu'on fait avec les gens qu'on reçoit. Après, avec les professionnels, on n'a pas beaucoup d'échanges, hein. Donc, c'est chouette de pouvoir faire ce genre de réunion pour échanger aussi. C'est sympa. Merci à toi déjà, Stéphanie. Merci à vous d'être présent. Merci à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réunion, hein. Enfin, je peux me réunir avec moi-même, mais je ne suis pas obligée. Voilà. Oui, c'est enrichissant aussi, mais bon, voilà. Enfin, moi, ça m'apporte aussi beaucoup, ça me permet de proposer à mes stagiaires des compléments, mais je ferai rentrer les heures de ces réunions-là sur vos feuilles de formation, parce que c'est du plus. Ça m'évite de le prendre ailleurs. Enfin, sur nos ateliers, on aura déjà beaucoup de boulot. Mais vous voyez, ce qui manque et ce qui est un peu embêtant en réunion, c'est que, par exemple, sur l'exemple que nous donne Roland, hop, je touche un truc, je reviens encore, machin, ça ne nous parle pas. Parce qu'en fait, l'idée, et c'est ce qu'on va faire en intuition 2, hein, c'est alors, on avait dit qu'on parlerait de vos cas, mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va appliquer ce qu'on fait dans la formation entre nous. Parce que vous voyez, ce qui manque, ce serait que là, carrément, on ait quelqu'un qui accepte de jouer au jeu et de faire un faux consultant, mais avec une vraie problématique, et quelqu'un d'autre qui l'entretient, pour qu'on puisse avoir des exemples concrets. Vous voyez le truc, parce que sinon, ça reste vague, ça ne nous parle pas. Et il y a ce truc qui nous manque, en fait, de faire vraiment les exercices comme si on y était. J'étais un peu coupé, c'est dommage, mais je vois bien vers quoi tu vas. Et voilà, enfin, tu vois. Je vais devoir écourter. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, on va s'arrêter là de toute manière. Oui. Moi aussi. Sur le pré-talk, c'est bon pour tout le monde? Personne ne voulait ajouter? C'est bon pour vous? Non, pour le pré-talk, moi c'est bon. C'est juste que pour la raison que je suis là aujourd'hui, c'est ce que j'avais mis sur Facebook. J'ai un patient qui a déjà consulté, qui avait déjà fait de l'hypnose. Donc, il vient me voir pour le tabac et je fais la séance.
il m'a dit qu'il connaissait bien, que voilà, il avait déjà fait de l'hypnose. Donc peut-être qu'effectivement, je n'ai pas suffisamment approfondi dans le pré-talk parce qu'il connaissait. Et en fait, quand j'ai fait ma séance, la séance était terminée, qu'il est revenu. La première chose qu'il m'a dit, c'est ah ben, j'avais mis tous mes espoirs dans votre séance parce que la séance précédente que j'avais fait, je n'étais pas rentrée en transe et là non plus, ça n'a pas marché. Là, je le revois demain et donc je ne sais pas trop comment faire. Pourtant, j'ai bien essayé de le faire descendre. Plus vous vous détendez, voilà, enfin, plus la respiration devient profonde, plus vous vous détendez. Enfin voilà, j'ai essayé. Mais voilà, je me dis, est-ce qu'il l'était vraiment un petit peu? Enfin, j'avais vraiment l'impression, en le regardant, avant qu'il me le dise, qu'effectivement, il n'était absolument pas en transe. C'est comme si on était là et que tu fermes les yeux, quoi. C'était tout. Par la réaction de son corps, par la réaction des yeux, j'ai l'habitude, je regarde les personnes qui me consultent pour avoir leur réaction kinesthésique aussi. Et là, je savais, voilà, avant qu'ils me le disent, qu'il n'était pas entré en transe. Et alors, Et là, j'appréhende énormément demain parce que je me dis. Donc, il avait déjà vécu une séance d'hypnose. Oui, mais pas avec moi. Avec toi, mais il t'a dit qu'il n'était pas rentré en transe non plus. Voilà, exactement. Et en fait, on a discuté un petit peu d'hypnose, voilà, tout ça. Il m'a dit oui, qu'il avait été voir Mesmer à Châteauroux. Moi, je lui ai dit, je l'avais vu à Tours et que j'aurais aimé aussi me faire hypnotiser, mais c'était avant ma formation et tout ça, donc il y a quand même quelques années. Et on en avait plaisanté tout ça, et il m'a dit oui, c'est dommage, j'aurais bien aimé aussi. Et puis il m'a expliqué qu'il avait fait une séance d'hypnose déjà par le passé, avant qu'on parle de Mesmer, du reste. Et après notre séance, il m'a dit, vous ne m'avez pas hypnotisé. Pourtant, j'étais super content. Je me suis dit, bon, ça va marcher cette fois-ci. Voilà. Mais je le savais à sa réaction. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je le voyais, je savais qu'il était, qu'il n'était pas, il n'a pas changé, il n'a pas modifié son état de conscience. Il y a Il quelque était chose, toujours le même. il y a quelque chose chez lui qui ne veut pas lâcher. Oui, j'ai pris note, oui, tu as raison. J'ai marqué peur de regarder au fond de soi. Alors, bon, est-ce que je vais peut-être aller creuser demain de ce côté-là, le faire plus parler, quoi? Parce que. C'est peut-être plus en superficie que ça. C'est peut-être juste le fait juste de s'endormir devant quelqu'un, grosso modo. Hein. S'endormir, je mets bien entre guillemets, mais tu vois, juste Ouais. il y a Oui, une de part se de laisser aller, oui, et devant. Oui, se oui. laisser aller et voir. Mais moi, Oui, mais je comme il ferais était une séance. volontaire, mais Je tu vois, ferai une comme il séance était. sans hypnose, tu vois. Je ferai Oui. vraiment une séance sans hypnose ou une conversation, voilà, une simple conversation. Tu glisses les suggestions sur le laisser aller, et Oui, mais je voir. te rappelle qu'il vient pour un arrêt du tabac, donc c'est un peu délicat. Il paye sa Ah oui, consultation et puis. mais ça n'est rien, tout est un travail. Tout se Et joue en thérapie. comment dire, s'il te dit, vous ne m'avez pas hypnotisé, mais vous n'êtes pas entré en transe, monsieur. Enfin, tu vois, il y a un moment, voilà, là, typiquement, ça, c'est, vous voyez, vous ne m'avez pas hypnotisé. C'est pas du tout, je ne suis pas rentrée dans l'état hypnotique. Est-ce que c'est pas une question d'attente? Qu'est-ce qu'il attend en fait c'est quoi qu'il attend en fait comme état? Parce que c'est peut-être ça, il s'est peut-être focalisé sur si je ressens pas ce genre de choses, c'est que je suis pas en état d'hypnose. C'est Oui, peut-être. ça, je suis d'accord avec toi. Quelles sont ses attentes? Hormis que moi, j'avais déjà le sentiment que rien n'avait changé. Et ça, j'en suis persuadée. Il m'avait encore rien dit. C'était au ressenti de son corps. Tu vois, tu te mets à côté de moi. Bon, j'ai un fauteuil, il est quand même assez confortable. Mais il avait juste les yeux fermés, c'est tout. La réaction de son corps, je savais que son état de conscience n'était absolument pas modifié. Il avait une réaction comme Je pense que ce on que veut pourrait dire avoir. Enora, c'est est-ce que tu peux pas lui demander, mais ce serait quoi pour vous être en hypnose? Comment vous Oui, le c'est ça. Qu'est-ce que ça ferait dans votre corps? Comment est-ce que vous auriez des images? Est-ce que vous auriez des ressentis particuliers? Comment vous imaginez que c'est? Oui, mais même, ça ne changerait pas au fait qu'il change rien. Ah non, mais Mais c'est dans le pré-talk pour voir, parce que peut-être qu'effectivement, tout à l'heure on l'a dit, l'état hypnotique n'est pas non plus si impressionnant que ça.
Donc, s'il s'attend à des choses, voilà, recadrer un peu. Mm. Et puis, s'il te dit, ah ben moi, je m'attends à être vraiment hyper détendu, eh ben, tu peux baser ton induction sur la détente, par exemple. Et effectivement, tu peux aussi dire, tu peux arrêter de fumer par l'intermédiaire de l'hypnose, ok. Mais si pour l'instant l'état hypnotique n'est pas atteint, n'est pas possible à atteindre, bah, ça passe par une phase d'entraînement. Donc aujourd'hui, voilà, on propose une séance d'hypno-relaxation pour apprendre à aller vers cet état. Parce que tu ne peux pas baser ta séance d'arrêt du tabac en partant du principe qu'il est en état de conscience modifié s'il ne l'est pas, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. Ça m'a déstabilisée, quoi. Je comprends. J'ai déjà eu des personnes qui ont été plutôt à un niveau très léger. Mais tu vois, les yeux derrière les paupières et tout ça, lui, il bougeait, il se grattait, il se bougeait. Enfin voilà, ça l'ennuyait en fait voilà, d'attendre, de m'écouter, enfin je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas durant la séance. Et pour lui, par exemple, séance d'hypno-relaxation, là, tu peux balancer des outils, par exemple, pour voir, justement, avec ce type de personne. Les outils du langage, tu apprends par cœur, je ne sais pas si tu lis tes inductions ou si tu les fais en direct. Je les lis, je les fais, je les fabrique, je les lis. Tu bombardes d'outils pour voir ce que ça donne. Et puis, vraiment, l'idée on apprend à aller dans l'état d'hypnose. Il a vraiment envie, parce que c'est vrai que quand on disait tout à l'heure expliciter l'hypnose, comment ça marche, etc., c'est aussi l'idée de susciter l'envie chez la personne d'y aller. Et là, ce que tu décris… il a envie, lui, en plus. Il a envie, voilà. Tu as bien senti dans son attitude corporelle. Ah, là, il y a un chien qui fait la fête, je crois. Tu vois ? Donc, moi, ce que disait Nora, c'est un bon point d'entrée. Mais comment ça serait pour vous? Comment vous représentez l'état? Ouais. Je vais lui poser des questions demain. Je vais approfondir, ouais. Voilà. Et tu peux lui dire, un état d'hypnose léger suffit largement. Même l'état de pré-trance, le stade hypnoïde, et puis paf, tu balances le mot. Déjà, à ce stade, on peut avoir des effets. Donc, c'est peut-être aussi lâcher sur l'attente absolument de cet état. Parce que l'accompagnement, il est global. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, aller creuser là-dessus. Et puis peut-être prévoir, je te dis, une séance de relaxation. Tu peux, si tu veux quand même qu'il ait l'impression que vous ayez travaillé, machin, tu peux finir en le faisant imaginer qu'il ne fume plus, par exemple. Je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que… Ouais. Je le fais la visualisation, bien sûr. Voilà, tu lui proposes ça. Parce que je veux dire, il y a des gens qui font de la visualisation sans être en état d'hypnose. Tout à fait, ouais. Et ça fonctionne quand même. Donc, tu vois, tu peux aussi lui dire que ton accompagnement, il est global et il n'y a pas que l'hypnose. Donc, tous les entretiens que vous avez, le fait que tu puisses pointer ses croyances par rapport à l'arrêt du tabac, etc., ça se fait au cours de l'entretien. Et c'est important et ça fait partie, en fait, du travail. Mais après, sachez une chose, dites-vous bien que si la personne… elle a envie d'arrêter de fumer, mais pas trop. Elle va trouver tous les moyens pour pas arrêter de fumer. Et ce ne sera pas à toi qui Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais par contre, effectivement, c'est légitime ce que tu fais de creuser, de vouloir voir s'il y a d'autres angles. Voilà, c'est super. Bon, ceci dit, je vais me resservir j'ai pris plein de notes de tout ce qui a été dit. Et effectivement, je vais me faire une petite liste qui est plus ciblée par rapport à lui. Et en reparler demain, refaire un pré-talk comme il faut, bien reposer et puis réexpliquer aussi ce qu'est l'hypnose pour voir quelles sont ses attentes et le questionner. En tout cas, Moi, je te remercie. Je me pose une question du coup parce que à Stéphanie, parce qu'on dit que l'état d'hypnose du coup il est naturel. Donc c'est-à-dire que au cours de la journée déjà on vit des états d'hypnose, mais pourtant on n'en a pas, on s'en rend pas compte. Ah ben non. Donc comment t'arrives à savoir que enfin moi je sais pas, moi je pratique pas encore, hein, donc mais comment tu arrives à savoir que la personne n'est pas en état de modifié de conscience? C'est parce que alors
par rapport à toutes les séances, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à mon compte et que je pratique. Tu as les yeux qui bougent derrière les paupières closes, hein, d'une façon très particulière. Tu peux avoir des doigts, des petits sursauts, des choses comme ça. Et quand la personne, elle est, même si elle bouge, les gestes ne sont pas du tout pareils. Enfin, pour moi, je ne sais pas, hein, Stéphanie, peut-être que toi, tu perçois autre chose. Mais quand Mais on a les yeux éveillés, du coup, quand on a les yeux ouverts, oui, mais là, à ce moment-là, il a les yeux fermés et en fait, les yeux peuvent regarder à droite, peuvent regarder à gauche. C'est rythmé au même titre que là, tu fermerais tes yeux, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. Quand les gens sont en état d'hypnose, les yeux ne tournent absolument pas pareil. Il y a des gestes que le doigt ferait, par exemple, un doigt ferait, il sursaute. Si on voulait le faire volontairement, on ne peut pas arriver à ce rythme-là. C'est pas possible. C'est comme un tic nerveux. D'accord? Tu vois, les yeux qui sautent, voilà, enfin, pour moi, c'est ce que j'ai perçu depuis le début. Alors, si maintenant, c'est pas ça, je raccroche, je vais vendre des patates sur le marché. Non, mais parce Mais que ça, c'est peut-être quand c'est déjà un état plus profond déjà, quand on non, voit j'ai bien eu que c'est j'ai eu fait. des personnes très, très, enfin, très légères et pourtant, elles avaient déjà quand même D'accord. ces petits réflexes, tu vois? Plutôt du réflexe, voilà, c'est plutôt un Oui, réflexe oui, oui. plutôt que quelque Oui. chose enfin, ce qu'on va maîtriser avec le mental, en fait, tu vois? Voilà. C'est pour ça que je dis que quand j'ai fait ma séance, je savais qu'il n'était pas, en état d'hypnose. C'était vraiment mon ressenti et la séance s'est terminée, c'est la première chose qu'il m'a dite. Donc voilà, je m'étais absolument pas trompée. C'est pour ça que sur Facebook, j'ai mis un petit spot pour avoir de l'aide. Bon, il y a quelqu'un qui m'a braqué un petit peu, je dois dire, mais effectivement, puis Stéphanie est arrivée à mon secours en me disant voilà. Mais je suis super contente parce que toutes les notes que j'ai prises aujourd'hui, effectivement, je vais l'aborder demain en pré-talk totalement différemment. Super. Bah, si tu veux bien, tu Oui, me mettras un petit message sur le groupe. bien sûr, avec plaisir, avec plaisir, avec Chouette plaisir. pour nous de voir ça. Mais Bien sûr. effectivement, Nora, il y a des gens chez qui c'est infime et où c'est difficile de voir. C'est les cours sur les indicateurs de trans qu'on voit à l'extérieur, en fait, et que tu as redit, Sylvie. Mais parfois, quand c'est un stade très, très, très léger, ça peut être difficile à remarquer, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, le ressenti de la personne, il est important. Même si ce monsieur, il avait été en transe, on peut lui dire, bah, moi, vous me donniez vraiment l'impression d'y être, mais si lui, il ressent qu'il n'y était pas, enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais là, lui, il a ce ressenti, et Sylvie, elle avait vu à son attitude physique, tu vois, d'être quelqu'un vraiment, parce qu'à un moment, tu peux, même s'il n'y a pas les signes que tu évoquais, quand tu sens un corps qui se relâche, une respiration qui s'allonge, on sent Oui, mais là, que pas du tout. Il était crispé, il était. Ouais. crispé. Tu vois, c'est une forme de. Il n'a pas réussi à se poser dans la séance, à aller vers la séance. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, le peu qu'il a bougé, il essayait de se recaler. Voilà, comme s'il n'était pas à l'aise, alors qu'au début, je lui ai bien dit, installez-vous confortablement, décroisez les pieds, les mains, voilà, tout ça. Il était dans la bonne position, mais je sentais que, ouais, il y avait un truc qui n'allait pas. Bah, pour lui, tu Voilà. vois, tout ce qui va donner de la liberté, je pense que c'est pas mal. Lui dire qu'il peut faire ce qu'il veut, c'est super. Qu'un état léger, ça suffit. Et que, oui, il est complètement libre, en fait. Tu vois, lui Ouais. donner, c'est ce que disait Roland, ah bah, je suis libre de le faire, je suis pas obligée d'aller. Oui, j'ai noté tout ce qu'il a été dit, j'ai 2 pages. Mais effectivement, tout est bon à prendre, tout est bon à prendre. Et j'adore ces entretiens parce qu'on ne vit pas tous la même chose et on est là pour s'entraider. Et moi, un grand merci, un grand merci. Il doit être vraiment motivé puisqu'il revient de toute Ouais, façon. tout Donc, à fait. je pense que ça va venir. Hein. Oui. C'est ça qui est important, c'est Ah qu'il oui. est quand même dans une démarche où il persiste quelque Ouais. part, et ça c'est super, mais de pouvoir voir justement l'accompagnement comme un cheminement, un processus, c'est aussi symbolique de ce qu'est l'évolution. C'est un processus, même l'arrêt du tabac, c'est un processus. Forcément, il y a un moment, on arrête de fumer, c'est clair, c'est net, mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout le processus intérieur
psychique, émotionnel par lequel on a dû passer pour en arriver là. Bien sûr. C'est un processus et l'accompagnement en est un aussi. Mais si toi, tu es très cool avec ça et que c'est OK et que tu transmets ça dans tout ce que tu vas lui dire, eh ben, il le verra peut-être autrement. Parce que là, il était déçu quelque part. Il était un peu… Oui, 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 tout à fait. Moi, franchement, je pensais qu'il serait pas revenu. Mhm. Et je lui ai dit, on reprend un rendez-vous. Il m'a dit, oui, oui, on va essayer encore une fois. Donc, c'est pour ça que, voilà, je n'ai pas d'autre filet. Je pense que ce sera demain. Et puis si ça ne marche pas, effectivement, il ne reviendra pas. En tout cas, pas pour ça. Voilà, Et c'est pas pour OK. ça. Enfin, vous voyez, il y a des moments aussi, il y a des gens… moi, j'en ai eu un monsieur comme ça qu'on m'a emmené. C'était sa fille qui me l'emmenait, un monsieur de 80 et quelques années. Bon, dès le premier entretien, j'ai su qu'il ne se passerait jamais rien. Il est 3 fois, je crois, ils me l'ont ramené. Mais puis à la fin, on s'est regardé. Il m'a dit, bon, ben, je fais oui, bon, ben, voilà. Quoi. Mais parce que lui, il venait parce qu'on lui avait dit de venir. Et moi, je faisais ce que je pouvais. Mais non, il n'était pas du tout prêt à ça. Et c'est OK, en fait. Et je me dis, bah oui, il n'a pas envie. J'ai juste regretté qu'il n'ait pas osé dire à sa fille. C'est difficile après de facturer une séance quand tu sais que la personne elle vient pour une séance d'hypnose. Alors je veux pas je sais que c'est dur d'aborder le sujet. J'ai eu une formation avant de vente, donc je me mets jamais dans le porte-monnaie, voilà tout ça. Mais c'est quand même très très dur quand tu viens pour une séance d'hypnose et que la personne sorte en disant vous ne m'avez pas hypnotisé. Bah, déjà, recadrage, vous n'êtes pas entré en transe. Oui, je suis d'accord, mais ça, je pense que demain, je vais le présenter avec le 50-50. Je ne l'ai jamais fait. Donc, effectivement, demain, je vais le présenter comme ça. J'ai ma part, je vais faire ma part et vous avez votre part aussi. La baguette magique n'existe pas. Voilà, enfin, tu vois, reposer des trucs. Ah bah, dis donc, moi, j'aimerais bien avoir des consultants qui entrent en transe, par contre. Hein, parce que de tous ceux que j'ai eus l'année dernière, excusez-moi… vous êtes quand même un des plus… Hein, merci. Bah, tu vois, tu pourrais dire… Non, mais je veux dire, ça va dans les deux sens, quoi. Bien sûr. Et à un moment, est-ce que quand vous faites une thérapie chez un psy, on attend que vous ayez des résultats pour le payer? Oui, je suis d'accord. Mais après, voilà, si c'est juste pour le détendre, pour le… Non, enfin voilà, moi, j'ai du mal avec ça quand même. C'est pas ton intention. Toi, tu lui proposes autre chose. Après, lui, il est dans des schémas qui font qu'il a du mal à y aller. Mais toi, ça, c'est pas ta problématique. Non, mais j'ai plein d'outils pour demain. Je vous fais un petit mot sur Facebook, c'est promis. Merci. Je vous laisse. À très bientôt. Ça a été un grand plaisir. Merci Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Stéphanie, Au revoir. J'ai une très mauvaise connexion et j'ai dû m'absenter 2 secondes. Est-ce que vous en avez parlé peut-être quand je n'étais pas là? Alors, est-ce que j'ai donné des exemples précis là-dessus? Je ne sais pas. Là, on venait de dire la baguette magique n'existe pas, mais bon, ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me dis quand même, ils viennent me voir, donc ils attendent que je fasse quelque chose. Donc des fois, je dis bah, moi, je suis un guide, mais je vous amène des portes, mais c'est à vous de les ouvrir. Mais pour dire que quand même, il me paye, donc je suis un peu comme Sylvie. Il me paye, donc il faut quand même que je fasse un boulot. Mais voilà. Alors, bah là, le problème, si tu veux, c'est que pour répondre à ça, c'est ce que j'ai dit à Monique tout à l'heure sur sa question, ça va être le thème de ton premier atelier de la formation 2. Ok. Bon, bah, on va commencer par ça, parce que et ça va être présent après dans tous nos ateliers. Parce qu'en fait, cette question, on va la balayer au début avec des points essentiels théoriques, mais on verra, comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de ce qu'on travaillera, l'entretien, l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, comment tu vas saupoudrer ça dans tout ton accompagnement. Ok. Après, il y a des gens qui vont vouloir être directs en disant l'accompagnement c'est 50-50, voilà, mais peut-être que ça va se faire autrement. Tu vois, par exemple, donner des exercices entre chaque séance. Pour moi, c'est une manière de dire à la personne bah, tu as les cartes en main là, je te propose de faire quelque chose. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as… Enfin, tu vois, la personne, elle le sait si elle l'a fait ou pas. Donc, à un moment, toi, tu lui proposes une méthode, enfin une démarche d'accompagnement qui va inclure des exercices, et on en parlera dans la formation, entre chaque séance. Et la personne, eh ben, est-ce qu'elle les fait, est-ce qu'elle les fait pas? Tu vois, quelque part, là, c'est une manière indirecte. Ouais. Là, te répondre comme ça, ça serait très long. Non, mais je vois tout à fait. C'est ce que je vais commencer à faire. Okay. Très bien. Et puis, je te dis, tu
toi, tu fais partie de la formation 2. Donc ça, c'est balayé, c'est le début. On commence par ça dans la formation 2. Ok, parfait. J'ai hâte. Merci. Merci, bye bye, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Stéphanie. Merci. Plaisir, à bientôt.